Donc, je vais vous présenter l'exemple du lotissement du Gaoubena par André Lefebvre Devaux et Jean Aubert comme un exemple d'une architecture régénérative. Ma thèse soutenue à l'école d'architecture de Marseille portait sur l'expérimentation et l'innovation des ensembles résidentiels de vacances de la période des 30 Glorieuses sur le littoral du Var. Mon propos était de montrer comment ces programmes de logement de vacances ont pu être un véritable laboratoire de forme pour les architectes de cette période, et à la fois en matière d'urbanisme, d'architecture, mais aussi du point de vue du paysage. Donc le Var comptait de très nombreux programmes de grande qualité. À l'époque où j'ai entamé ce travail, de nombreux étaient d'ailleurs labellisés patrimoine XXe siècle à l'époque. Donc il s'agit d'Athéna-Port et des Catiquias de Jean Dubuisson. On a le village des Fourches, le village du Merlier de l'atelier de Montrouge, Port-Grimaud. Donc c'est au regard de cet ensemble patrimonial reconnu que s'est posée cette question: pourquoi ce département, pourquoi cette période a vu surgir autant de projets remarquables? Le domaine du Gaoubena fait partie de ce qu'on appelle des exemples d'urbanisation intégrée à l'environnement, qui a été médiatisé au moment de sa création sur le plan national et aussi international. L'autorisation de lotir date du 16 septembre 1958. Elle a été accompagnée par les services de l'État, notamment Georges Meyer-Hein a accompagné cette urbanisation dans le cadre d'une protection particulière du littoral verrois, qui était d'ailleurs assez ancienne, puisque le littoral varois a été protégé dès l'entre-deux-guerres, dès les années 1920, de la prolifération de l'habitat diffus, du mitage des paysages, et c'est dans le cadre donc du début du siècle, des préoccupations sur les sites, sur les paysages, et notamment sur les premières lois de planification urbanistique, les lois Cornudet de 1919-1924, que la puissance publique prend conscience de l'importance d'encadrer les lotissements et les constructions individuelles, notamment l'impact des voiries, l'impact paysager des constructions. C'est à ce moment-là que Henri Prost, Grand Prix de Rome, est chargé d'un grand plan de structuration du littoral, où il va analyser et parcourir tout ce paysage pour proposer des grandes lignes d'aménagement, et notamment des boîtes à outils, des croquis qu'il réalise pour proposer des types d'aménagement et des types de propositions d'aménagement en fonction des sites. Alors vous l'aurez compris, ce plan Prost a été directement une des inspirations et un guide pour l'architecte et le promoteur dans l'élaboration du Gaoubena. Et c'est le promoteur François Lerodu qui semble particulièrement engagé dans la construction de grands lotissements sur le littoral, qui va racheter donc le domaine du Gaoubena. Il rachètera aussi, où il participera
au projet du domaine Volterra, où il travaillera avec l'atelier de Montrouge. Donc on voit comment, à l'époque, ce promoteur convoque des jeunes architectes, puisque aussi bien Lefebvre et Aubert que l'atelier de Montrouge ont à peu près une trentaine d'années. Ils débutent dans leur carrière et c'est un petit peu des architectes qui se détachent de leurs confrères. Ils sont sans doute un petit peu appuyés par le ministère pour proposer justement des projets qui sont hors du commun et qui convoquent des nouvelles façons d'aménager les espaces. Du coup, je vais commencer une première partie pour expliquer ce qu'est le Gaoubena et comment ce projet qui renferme le village des Fourches est un projet conçu dans une vraie logique de patrimonialisation et de régénération aussi de l'architecture. Donc les concepts sont proches du plan Prost, c'est plus une philosophie, c'est plus une boîte à outils, des propositions et des idées architecturales qui sont mis en œuvre qu'un projet entier dessiné et conçu par un seul auteur. Donc c'est surtout un plan d'aménagement à grande échelle, donc 155 hectares qui sont divisés en 10 lots. Comme le veut la loi, certains lots sont entièrement dédiés aux espaces verts et d'autres sont structurés en parcelles mises à la vente, tandis que le village des Fourches est un ensemble préconstruit qui lui, se présente sur une seule parcelle globale et prend la morphologie d'un village perché, un village vernaculaire. Donc on a 744 lots sur le domaine qui regroupent lots d'habitation ainsi que les lots de garage. Donc ça fait un ensemble assez conséquent qui pour autant est extrêmement intégré. Donc, à l'époque, dans les années 2000, au début de la création du label, le village des Fourches fait partie des édifices labellisés patrimoine XXe siècle et deviendra label ACR. Et donc, ce label ne porte que sur une petite partie du domaine. Peut-être aussi parce que l'ensemble du domaine n'étant pas construit par le même architecte, toutes les maisons ont des auteurs différents. Au moins, le village des Fourches avait été, lui, construit uniquement par Lefebvre et Aubert et sur une commande globale. Cependant, seule la première partie du village est préconstruite. À la fin, les terrains seront vendus à l'unité et bâtis par leurs propriétaires de manière indépendante. Donc finalement, même au sein du village des Fourches, on a cette question de multiples auteurs qui se posent. Donc le Gaoubena, c'est un ensemble qui est très intéressant de par sa conception globale par les architectes Lefebvre et Aubert, puisqu'ils sont à l'origine du plan du lotissement. Donc c'est eux qui ont dessiné les parcelles et c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la qualité paysagère de l'ensemble. Donc
On a ici une reconstitution 3D d'une partie du domaine. On voit les corniches qui avaient été construites dans le cadre d'un aménagement antérieur pendant l'entre-deux-guerres. Donc ces corniches vont être récupérées. Elles vont être parfois, on va en créer d'autres. Mais c'est comme sur les traces de Prost, c'est la première partie de la création du domaine. Ensuite, il y a la création de différents îlots, l'intégration des masses bâties par les architectes sur la topographie. Donc, ils vont vraiment s'inspirer de la topographie pour voir comment les masses bâties peuvent être intégrées au paysage. Et par la suite, ils dessinent les sentiers piétonniers qui permettent d'avoir un double flux véhicules et piétons. Et c'est qu'à la fin que les parcelles sont dessinées sur un modèle lamelliforme, tout en longueur, de manière à ce que chaque maison ait en amont un jardin important qui permettra aux arbres de pousser et de masquer les maisons qui sont en amont. Et du coup, ce dessin réalisé par les architectes va permettre déjà de faire une première mise en forme du domaine qui leur est propre. La deuxième partie, comme dans tout lotissement, c'est le cahier des charges. En réalité, la partie écrite du cahier des charges est très succincte, vous l'avez sous les yeux. Elle commence par les constructions devront être aussi discrètes que possible. Donc ça, c'est le grand A. Donc les architectes Lefebvre et Aubert ont vraiment dès l'origine posé cette discrétion et cette disparition comme un avant-propos à toute construction. Et donc après, quelques règles très simples sur les hauteurs, bien sûr, et sur les toitures terrasses et sur les zones de non-aedificandi, mais là, rien d'exceptionnel. Ce qui est assez nouveau dans l'approche de Lefebvre et Aubert et qui montre comment ils ont insufflé à ce lotissement, au-delà d'un règlement extrêmement restrictif avec des règles précises et détaillées, ils ont créé plus une philosophie, ce qu'on appelle l'esprit Lefebvre et Aubert. Et cet esprit est illustré par les croquis, donc qui sont au nombre de 8 et qui font l'originalité du règlement du Gaubena. Donc c'est un carnet d'intention qui est dessiné avec des croquis d'ailleurs assez lâchés, on dirait presque des croquis dessinés sur un coin de table. C'est assez touchant dans cette approche de ces intentions dessinées, de ces dispositions paysagères qui peuvent gérer un petit peu tous les cas d'école, la mitoyenneté ou comment traiter la sauvegarde des arbres existants. Ils disent assez clairement ce qu'ils ne veulent pas et ce qui est souhaité. Donc on retrouve dans les archives des architectes des projets d'intention pour les maisons. Donc on voit apparaître ces premiers petits projets qui montrent ces bandeaux en béton, ces toitures plantées et les murs en pierre de Bormes. Cette architecture très, très simple qui se veut à la fois moderne et vernaculaire. Également dans le permis de construire du village
des Fourches qui va servir de guide pour formaliser cette architecture. Donc finalement, là où on a un carnet d'intention qui régit l'ensemble du domaine, le village des Fourches va être dessiné pour partie par Lefebvre et Aubert, et sera comme une maison témoin pour l'ensemble du domaine, et qui pourra aussi donc servir d'exemple aux autres architectes qui viendront construire sur le domaine, ou aux futurs acquéreurs de terrain qui souhaiteraient se rendre compte de ce que le cahier des charges peut générer comme architecture. Donc on a ici le hameau du Minotaure, le G1, qui est fini en 1961, tandis que le G6 sera fini en 1978. Donc c'est pour les parties préconstruites, sauf qu'à la fin, les maisons étaient construites quand les propriétaires les achetaient. Donc on n'avait plus cette notion de plan type, parce que systématiquement, quand les commanditaires achetaient leur maison pour que le promoteur les construise, ils demandaient des modifications. Donc finalement, c'est un ensemble qui est assez cohérent, et même sur des plans types, on n'a pas une maison qui est pareille. Je pense que dès l'origine, d'ailleurs, Lefebvre-Aubert n'avait pas l'intention de faire une seule maison identique. Voilà, donc on voit ici, effectivement, on a des plans types, on a des assemblages qui se font, mais dans cette volonté de recréer un village vernaculaire, il y a des déformations, des différences qui se créent pour créer de la variété. Alors par contre, dans le lotissement, Lefebvre et Aubert vont construire des maisons, et là ils vont s'accorder beaucoup de liberté par rapport à ce qu'ils proposent sur le village des Fourches. Donc bon, cette maison, elle est assez conforme à leur écriture, mais d'autres maisons auront des formes beaucoup plus enracinées, des formes plus organique, qui est assez différent du village des Fourches. Donc en même temps, Lefebvre et Aubert montrent une philosophie, ils construisent le village des Fourches qui doit servir de modèle, mais eux-mêmes construisent des maisons qui sortent du cadre tout en respectant le cahier des charges. Donc quelque part, ils ouvrent aussi la voie pour d'autres architectes pour pouvoir s'exprimer tout en restant conforme à ce projet global qui est la construction d'une architecture unitaire. Donc effectivement, il y a une nécessité d'actualisation des constructions qui est due à une évolution des techniques de construction, mais aussi à une demande des propriétaires. Donc ce domaine va être construit durant 65 ans, enfin jusqu'à aujourd'hui. On continue à le construire, à le rénover, et on va retrouver donc une capacité de cette architecture à chaque génération à retrouver, à la fois à intégrer des nouveaux matériaux, à intégrer de nouvelles demandes des commanditaires, donc les piscines qui vont se systématiser dans le domaine, les baies qui vont s'agrandir avec l'arrivée de l'aluminium, et des périodes où une certaine liberté est prise par rapport au cahier des charges. Donc on va voir des toitures qui seront plus systématiquement plantées, des matériaux de sol extérieur qui vont apparaître et qui ne sont pas conformes au cahier des charges. Bref, dans les années 2024, on assiste à une montée en gamme des maisons. Les maisons vont parfois changer de main, et il y a une demande de villas un peu plus luxueuses, banalisées dans un style d'architecture californienne, qui sont plus ostentatoires et qui sortent un peu de cette logique de discrétion.
Donc ici, on voit les matériaux donc, qui vont évoluer, comme les menuiseries en bois pliant et en bois exotique qui vont être petit à petit remplacées par des volets en aluminium. Mais tout ça reste encadré par le cahier des charges qui va devoir évoluer avec l'évolution des techniques de matériaux de seconde œuvre, avec la réglementation thermique et avec une différence de fréquentation de ces maisons secondaires qui sont maintenant fréquentées pendant les 4 saisons. Alors c'était prévu à l'origine, mais ça va se développer. Donc je passe sur les différentes techniques de pierre. Donc, on a les outils d'encadrement des travaux, conseil, sensibilisation et répression. Donc, le PLU de Bormes a repris le cahier des charges du domaine et il a été largement amendé de manière à encadrer par les règlements d'urbanisme l'ensemble des spécificités du site. On est aussi sur un site inscrit donc avec on est en secteur des architectes des bâtiments de France, donc, qui permettent une protection particulière. Je passe sur le cahier des charges. Le collège d'architectes, qui est aussi une des spécificités du domaine, veille à viser l'ensemble des demandes d'autorisation de travaux sur le domaine, donc permet d'aiguiller les architectes et les pétitionnaires sur leurs travaux. Et il y a une partie de répression, qui est aussi un contrôle de l'ASL, des permis en mairie qui pourraient chanter le collège d'architectes et des demandes de régularisation des maisons qui ne sont pas conformes lors des cessions. Donc quand les notaires demandent des états datés, l'ASL en profite pour pointer les non-conformités et pour demander la mise en conformité des maisons. Voilà, il y a des campagnes de messages et de mise aux normes. Merci pour cette présentation.